nous allons travailler sur la partie de détection d'anomalies. Donc là, on peut voir ce fichier Python Anomaly Detection. Donc en fait, ce code représente la détection d'anomalies, comme j'ai dit, en temps réel. Il va nous aider à analyser le trafic réseau. Donc nous allons voir un peu, on va aller dans les détails, ce qu'il va faire. Donc on va commencer par ce qu'il y a de plus important, à savoir l'importation des bibliothèques et les chargements du modèle. Donc, comme on peut le voir ici, sur la ligne 1 et la ligne 2, ce code importe deux bibliothèques, JobLib et NumPy. En fait, il charge un modèle pré-entraîné et un standard scaler à partir de fichiers Pickle. Ok. Donc ensuite, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir la fonction Real-Time Detection. Donc en fait, cette fonction est le cœur même du système. Elle va faire plusieurs actions. Dans un premier temps, elle va pré-traiter les nouvelles données. Donc on peut le voir sur cette ligne 12. Ensuite, elle va utiliser le modèle pour calculer un score d'anomalie et faire des prédictions. Donc ça, on peut le voir ici. Donc, il va mettre à jour les données de façon globale. Il va comparer le score d'anomalie avec un score de référence. Donc, on va le voir un peu plus bas. Et en plus, ensuite, il va gérer la détection et le signalement des anomalies. Donc, nous allons passer à la partie gestion d'anomalies qu'on peut voir à partir de la ligne 23. Donc, dans un premier temps, si une anomalie est détectée, bah, elle est enregistrée et potentiellement signalée via Discord. Donc, nous pouvons le voir ici. Donc, si une anomalie est détectée, vous pouvez voir ici print anomaly message, donc send Discord message. Donc, on a un webhook. On va aller voir sur Discord, en fait, les anomalies qui ont été envoyées à travers ce canal. Donc, alors Discord, voilà. Et ceci grâce au webhook. Ensuite, je reviens sur mon code. Donc, dans un premier temps, le système détecte d'abord si l'anomalie est unique avant de la signaler. Et ensuite, il détecte si l'anomalie n'est pas unique. Ensuite, nous avions la déviation. Donc, le système va calculer la déviation par rapport à un score de référence. Ensuite, il va signaler les déviations significatives. On va passer enfin aux fonctions dites auxiliaires. Donc, nous avons la fonction baseline, donc calculate baseline. Cette fonction, elle fait quoi? Elle calcule un score de référence basé sur les 1000 derniers scores d'anomalie. Et nous avons deep dive ici, deep dive anomalie, comme on peut le voir à la ligne 45. Donc, cette fonction, elle va en fait fournir les informations détaillées sur une anomalie spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de façon générale? Donc, une utilisation d'un modèle d'apprentissage automatique pour la détection d'anomalies. Donc, une intégration, comme on a pu le voir avec Discord pour les notifications. Ensuite, nous aurons la gestion des erreurs avec des blocs try and catch, try except. Enfin, plutôt, nous avons de la flexibilité pour ajuster le seuil de détection. Donc ça, c'était pour le fichier Anomaly Detection. Donc nous allons ensuite enchaîner avec le fichier Data Management. Alors, voici le fichier Data Management. Donc, en fait, ce code va nous permettre d'éviter en fait la duplication en termes d'anomalies, en termes des données que nous allons recevoir. Donc c'est un module de gestion de données pour un système de détection d'anomalies réseau. Donc nous avons plusieurs variables dans ce code, donc le temps, donc time, anomaly score, packet length, protocole anomaly. Et ensuite, là aussi, nous allons avoir une fonction. Donc, la fonction, ça va être manage anomaly log. Donc, cette fonction, en fait, elle gère un journal des anomalies dans un fichier Excel unique.
Donc en fait, à partir du moment où on va lancer ce, ce, ce fichier, elle va générer un texte avec, elle va créer un fichier Excel, excusez-moi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va tenter de lire le fichier, si un fichier Excel existant, voilà, s'il y a déjà un fichier Excel existant, ou créer un nouveau data frame si le fichier n'existe pas. Ensuite, elle va vérifier si l'anomalie est unique en comparant notamment les IP et le protocole avec les entrées existantes. Si l'anomalie est unique, elle ajoute en fait au data frame et sauvegarde le fichier Excel. Enfin, elle retourne true si une nouvelle anomalie a été ajoutée. False sinon si elle n'a pas été ajoutée. Ensuite, nous allons avoir la fonction update global data. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc cette fonction va mettre à jour les variables globales avec les nouvelles données. Donc elle va notamment ajouter le nouveau horodetage avec à time. Donc elle va ajouter le nouveau score d'anomalie. Donc c'est anomaly score. Elle va ajouter la nouvelle longueur. Elle va mettre à jour le compteur de protocole dans protocole. Et enfin, elle va ajouter les détails complets de l'anomalie, cela avec anomalie. Enfin, nous allons avoir la fonction search anomaly. Je descends. OK. Qu'est-ce que cette fonction fait? En fait, elle va permettre de rechercher des anomalies selon des critères spécifiques. Dans un premier temps, elle va convertir les dates de début et de fin en timestamp. Ensuite, elle va parcourir la liste des anomalies et filtrer selon deux critères. Dans un premier temps, ça va être la plage de dates spécifiées. Et dans un deuxième temps, ça va être l'adresse IP fournie si elle a été spécifiée. Et enfin, elle va retourner une liste d'anomalies correspondant aux critères cités précédemment. Donc, nous allons citer quelques critères très importants. Donc, l'utilisation de Panda pour la manipulation de données et la gestion de fichiers Excel. Nous allons avoir une gestion flexible des anomalies uniques qui vont être basées sur les IP et le protocole. Nous allons avoir la capacité de recherche d'anomalies avec des critères temporaires et d'adresses IP. Et enfin, on va avoir un stockage efficace des données d'anomalies pour une analyse ultérieure. Donc là, on va en fait analyser des images, quelques images. Ok, donc nous allons commencer par la première. Donc une première image qui va s'appeler correlation heatmap. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc en fait, déjà dans un premier temps, nous allons décrire un peu ce que nous voyons. Donc toutes les cases avec une tête rouge foncée vont indiquer une forte corrélation positive, à savoir les valeurs proches de plus 1. Ensuite, nous allons avoir des teintes bleu foncé qui vont, eux, indiquer une corrélation plutôt négative, c'est-à-dire en dessous de moins 1. Donc, tout ce qu'on va voir en dessous de ce côté-ci. Donc, le positif, ça va être tout ce qui va être au-dessus. Donc, enfin, donc on va avoir des couleurs claires, donc du blanc cassé, donc comme on peut le voir ici. Donc, ceux-là vont plutôt suggérer une corrélation faible ou inexistante, plus proche de zéro, comme on peut le voir là. Ok, donc euh, je vais parler de l'importance de cette heatmap. Euh, donc, la ligne diagonale qu'on peut voir ici, en fait, c'est le comportement attendu parce que, comme mon collègue Ezekiel l'a expliqué un peu plus tôt, nous avons dans un premier temps normalisé des données. Donc, en fait, là, c'est une conséquence directe que nous voyons ici. Donc, la ligne diagonale, comme je le disais, en fait, elle va confirmer que la heatmap reflète correctement la structure des données. Donc, si elle n'existe pas, cela va indiquer que la matrice n'est pas une vraie matrice de corrélation. Donc, voilà. Donc,
Finalement, les vraies informations se trouvent dans les valeurs hors diagonale parce qu'elles vont montrer comment les différentes variables, donc dans notre cas, ça va être la source IP et la destination de port, et va montrer comment ces deux données sont corrélées. Donc pour la détection d'anomalies, ces relations vont permettre d'identifier quelles variables expliquent les comportements inhabituels dans les données d'interprétation et des couleurs. Donc, OK. Et enfin, pour finir, voilà, nous allons finir par cette image du score de distribution d'anomalies. Donc, ce qu'on peut déjà remarquer dans un premier temps, donc sur les axes l'axe des X, donc des abscisses, le score d'anomalie, ce score va indiquer dans quelle mesure un point de données est considéré comme anormal, on va dire. Les scores négatifs suggèrent que des anomalies mineures ou normales, tandis que les scores positifs plus élevés peuvent indiquer des anomalies significatives. Donc après, nous avons l'axe des Y, donc des ordonnées. Ça sera de ce côté à gauche ici. Ok, donc cet axe va définir plutôt la fréquence, donc soit le nombre d'occurrences d'un score d'anomalie spécifique dans le jeu de données. Donc là, nous allons un peu rentrer dans l'analyse des données. Donc, on va remarquer que la majorité des scores sont concentrés autour de la partie positive, donc c'est-à-dire à partir de 0,05 et le 0,15 ici, cette partie. Donc, les scores d'anomalies proches de 0 semblent être plus fréquents, ce qui peut indiquer qu'une grande partie des données est considérée comme normale ou marginalement anormale. Ensuite, il y a une distribution asymétrique qui est observable avec un pic qu'on peut voir ici, avec un pic situé dans la zone des scores positifs, comme je viens de l'indiquer, toute cette zone-là. Enfin, les valeurs négatives, donc le score d'anomalie plus faible, sont moins fréquentes. Donc, enfin, nous allons passer à l'interprétation dans le contexte plutôt des anomalies. Les scores d'anomalies élevés, donc à droite du graphique ici, vont correspondre à des points de données identifiés comme des anomalies potentielles. Et ensuite, la courbe que nous pouvons voir ici. Donc, la courbe de densité lissée va permettre de définir un seuil au-delà duquel les données sont classées comme anomalies. Par exemple, un score supérieur à 0,1 pourrait être utilisé pour distinguer des anomalies significatives. Donc, pour finir, ce graphique en fait peut nous aider à choisir un seuil optimal pour la détection d'anomalies. Par exemple, le seuil pourrait être fixé à une valeur qui correspond à la queue de droite, donc à la queue droite de la distribution.